L'agenda 2030, c'est quoi exactement? Pourquoi on devrait, nous en Haïti, et particulièrement les maires, nous associer à cet exercice, cette vision planétaire? Comme vous l'avez très bien dit, la finance, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et donc c'est pour ça que vous avez organisé cette session sur les objectifs de développement durable, qu'on appelle aussi l'agenda 2030. Alors, l'agenda 2030, ce n'est pas l'agenda des Nations Unies, c'est un engagement que tous les pays, tous les gouvernements ont pris à l'occasion du sommet de 2015 des Nations Unies. Donc c'est un engagement que les pays comme Haïti et comme les autres pays qui font partie des Nations Unies ont pris au niveau individuel et au niveau collectif vis-à-vis de leur population. Donc ils se sont engagés à mettre en œuvre et à réaliser d'ici 2030 une série de 17 objectifs qui sont assortis de 169 cibles. Ce qui est important de souligner, c'est que par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, qui était donc la génération précédente d'objectifs de développement durable, il y a deux différences majeures. La première, c'est que les objectifs de développement durable sont universels. Les objectifs du millénaire pour le développement s'adressaient essentiellement aux pays en développement. Les objectifs de développement durable, les ODD, s'adressent à tous les pays de la planète. Donc, il y a une reconnaissance que les défis sociaux, économiques, climatiques sont des défis pour le monde entier et demandent une réponse globale. Donc il ne s'agit plus seulement d'engagement ou d'objectifs qui concernent les pays en développement avec la solidarité. Il y avait cet objectif de solidarité dans les OMD, mais il s'agit véritablement de travailler ensemble, nord, sud, est, ouest, pays en développement, pays développés, pour atteindre ces 17 objectifs qui forment ce stratégique pour le développement durable, pour l'amélioration du quotidien des populations, de leurs conditions de vie dans tous les pays, et pour leur permettre de se préparer et de laisser aux générations futures une planète viable. Mais vous avez ajouté un nouveau concept, la localisation. Est-ce que dans la première génération, les OMD, il n'y avait pas ce souci de voir les gouvernements locaux? Est-ce nouveau? Alors c'est la deuxième grande différence par rapport aux OMD, c'est qu'on insiste beaucoup sur ce concept de localisation. Ça peut paraître évident qu'on doit partir de la base et des contextes locaux pour mettre en œuvre ces objectifs de développement durable, mais en fait c'est un grand changement de mentalité. En effet, auparavant, la tendance était à ce que les décisions se prennent au niveau des gouvernements, au niveau de l'État, et ensuite se traduisent en politique, en action au niveau territorial. Ici, l'idée, c'est vraiment de partir de la base, des contextes locaux, parce qu'on reconnaît l'importance d'ancrer les politiques, les stratégies de mise en œuvre dans les conditions locales. Ça ne veut pas dire la même chose dans tous les pays, ça ne veut pas dire la même chose dans toutes les régions au sein d'un même pays. Et donc, pour mettre en œuvre ces objectifs de développement durable, pour les atteindre, il faut absolument tenir compte du contexte. Et c'est ça qu'on veut dire avec la localisation des ODD. C'est qu'on ne part pas, ce ne sont pas des objectifs qui sont fixés de manière globale, mais ils doivent être ancrés dans la réalité locale. Et c'est sur la base de la connaissance de la réalité locale qu'on peut établir des politiques et des stratégies qui vont véritablement permettre de changer les choses et d'améliorer le quotidien des populations. C'est aussi une reconnaissance, comme vous l'avez dit, du rôle des autorités locales, parce que ce sont elles qui sont le plus proches des populations, qui connaissent le mieux les besoins des populations et qui peuvent aussi s'assurer dans la mise en œuvre des ODD que personne n'est laissé pour compte. Donc que ce soit un développement véritablement inclusif qui inclut aussi les groupes les plus vulnérables, les groupes dont on n'entend pas toujours la voix. Nous sommes donc à 3 niveaux, au niveau planétaire, au niveau national et au niveau local. Comment les acteurs comme vous, au niveau des Nations Unies,
les acteurs au niveau gouvernement central et au niveau local qui sont présents dans la salle, comment on va aligner, comment on va faire la coordination pour que ces objectifs soient atteints en 2030. Peut-être je voudrais commencer par rappeler qu'au sein du système des Nations Unies, le PNUD est le chef de file pour le développement. Et donc notre plan stratégique en tant qu'organisation repose sur les ODD. Donc nous travaillons dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la réduction des catastrophes naturelles, du renforcement de la résilience, du changement climatique, du renforcement de la cohésion sociale, l'avènement de sociétés pacifiques, le post-conflit, post-catastrophe, donc tous des domaines qui sont vraiment en phase avec les ODD. Dans les pays dans lesquels nous sommes présents, nous avons un programme, c'est-à-dire 170 pays et territoires. Nous aidons les gouvernements à s'approprier ces ODD, donc à s'approprier la mise en œuvre de ces engagements qu'ils ont pris au niveau mondial. Et nous travaillons à tous les niveaux du gouvernement, avec le gouvernement au niveau central, mais aussi au niveau régional et au niveau local, pour aider les autorités à tous ces niveaux à comprendre cet agenda, à sensibiliser la population à cet agenda et à développer des stratégies de mise en œuvre qui permettent d'avancer et qui vont permettre aussi au gouvernement d'Haïti de rendre compte vis-à-vis de la communauté internationale. Parce que ce sont des engagements qui ont été pris avec les autres pays, et donc il y a une obligation de faire rapport périodiquement sur les progrès qui ont été réalisés. C'est vraiment un effort conjoint. La réalisation, il n'y aura pas de réalisation sans une implication des autorités locales, mais non plus sans cette articulation entre le niveau local et le niveau central. Comme l'a dit le président du Sénat, réaliser les ODD ou le développement au niveau local requiert des moyens, requiert à la fois des compétences claires au niveau local, mais aussi les moyens de mettre en œuvre les politiques locales. Donc il y a ce processus de décentralisation, de déconcentration qui doit s'approfondir, qui doit être assorti de moyens pour que les communautés et les collectivités locales et les autorités locales aient les moyens de mettre en œuvre ces politiques de développement local. Des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Nous allons nous attarder particulièrement sur les ressources financières. Est-ce que vous avez évalué ces 17 objectifs très ambitieux? C'est beau d'avoir des objectifs, mais comment on dit s'y atterrir, comment on va réaliser, implémenter tout ça? Sur le plan mondial, ça coûtera quoi, ces 17 objectifs? Bon, je pense que ça n'a pas vraiment été chiffré précisément, parce qu'à nouveau, ça va dépendre des contextes locaux. Et ce qui est très novateur dans ces objectifs, c'est à travers la localisation, la prise en compte du contexte, y compris pour les objectifs qu'on se fixe. Merci. Voilà, objectif de développement durable, ce que les gouvernements locaux doivent savoir. Donc, Mme Terre va laisser une copie pour responsable de la FENAM. Vous devez avoir cette Bible qui vous permettra de savoir exactement comment négocier, comment faire la coordination avec le gouvernement national, avec les Nations Unies également, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la BID, tout ça fait partie également des Nations Unies, les financements. Donc il sera très important que l'on puisse réaliser tout cela. Donc nous faisons appel à l'un des membres de FENAM, le président est là, on va remettre ce document qu'il partagera avec ses partenaires. Et j'appelle le président de la FENAM ainsi que la secrétaire et de la FENAM à nous rejoindre sur le podium afin de recevoir, et à titre symbolique, et le document relatif aux ODD.
Voilà, je vous remets donc ce document sur ce que les gouvernements, les autorités locales doivent savoir sur les objectifs de développement durable. Et je voudrais ajouter qu'au PNUD, mes collègues et moi, nous restons disponibles pour tout appui dont vous auriez besoin, pour vous expliquer plus en détail ce que ça veut dire, ce qui est disponible comme outil, vous aider à sensibiliser les populations autour des ODD. Merci. Merci. La Fédération nationale des maires d'Haïti veut vous assurer qu'elle va en faire un bon usage, mais aussi nous voulons profiter de cette occasion pour vous demander de bien vouloir intervenir auprès des bailleurs pour leur dire qu'il faut qu'ils travaillent directement avec les communes de la République. Toujours est-il qu'ils travaillent avec le pouvoir central, mais jamais directement avec les communes. Les communes ont besoin de ces partenaires-là pour qu'elles avancent dans le sens du développement durable pour leur population. Merci beaucoup. Sur la discussion de financement d'immobilier dans l'Haïti, je voulais aborder trois choses. D'abord, une petite histoire pourquoi dans la BID, dans la Banque interaméricaine de développement, on travaille surtout et très fortement avec les villes et les gouvernements subnationaux. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire profiter des défis environnementaux et des changements climatiques pour vraiment identifier des projets qui peuvent catalyser des financements privés pour des projets d'infrastructure urbaine. Et puis, deux exemples concrets. Un à Santiago de los Caballeros, qui est la deuxième ville plus grande de la République dominicaine, et aussi un petit projet à Tegucigalpa, qui est la capitale d'Honduras. Donc d'abord, la petite histoire sur les villes. Et pourquoi est-ce qu'on travaille dans les villes ici? Le texte sera en espagnol, je vais essayer de traduire très vite, mais comme vous savez, les villes sont vraiment les moteurs du développement économique, pas seulement dans l'Amérique latine et Caraïbes, mais aussi dans tout le monde. Et dans l'année 2008, on a passé d'être un monde qui était moitié-moitié urbain-rural, et maintenant nous sommes la majorité urbaine. Et dans l'Amérique latine, en fait, nous sommes la région en chemin de développement la plus urbanisée du monde. Et 4 de chaque 100 personnes dans la région habitent dans des villes. Et il y a des pays même, par exemple comme l'Argentine et le Brésil, dans lesquels on a des taux d'urbanisation de presque 80 ou 90%. Et même si dans les pays comme Haïti et dans les Caraïbes, ce pourcentage est plus bas, on sait que pour l'année 2050, on aura des populations tellement de majorité urbaine. En Haïti, on est maintenant vers 52-55%, ça dépend de comment on mesure, mais on arrivera dans une majorité urbaine. Mais ceci c'est intéressant, ici c'est un petit graphe qui montre la croissance économique et de population de ce qu'on appelle les villes secondaires. Donc, par exemple, je vous propose l'exemple ici en Haïti. On a Port-au-Prince comme capitale, toujours un pôle important de développement des populations, mais on a des autres villes telles qu'Haïtien, par exemple, qui sont en train de grandir de façon très rapide. Et c'est le même phénomène, pas seulement en Haïti, mais dans tous les pays de la région et surtout dans l'Afrique aussi. Suivant. Mais le problème, c'est comment est-ce que, nous parlons de développement rapide et tout ça, le problème est comment est-ce que les villes grandissent aujourd'hui. Suivant. Ici, je vous montre un petit graphe de croissance spatiale de Tegucigalpa, qui est la capitale Honduras. Oh, tu peux passer? En rouge, on peut voir l'expansion de la ville telle que la tâche urbaine. Laurent, suivant. Dans 40 et 50 années, on a une expansion exponentielle du territoire, mais qui se fait d'une façon avec aucune densité et dans laquelle on consomme les ressources naturelles et de l'espace de façon très agressive. Suivant. Ici, on a fait un petit exercice pareil dans la région d'Haïti. Ici, c'est le changement dans l'utilisation du sol dans la région de Cap-Haïtien. On voit qu'au début, dans les bruns obscurs, c'était la tâche urbaine dans l'année 1986. Et dans environ 30 ans, on a une expansion considérable.
Suivant. Tandis que aussi dans toutes les villes, je ne sais pas si les gens connaissent la zone du Nord-Est, on a des forces et des pôles de développement, par exemple le parc industriel de Caracol, qui aussi causent et sont les catalystes pour une croissance urbaine très rapide. Suivant. Je parlais que les villes grandissent d'une façon très vite, mais quels sont les problèmes qu'on doit gérer dans notre ville? Ici, on a quelques chiffres sur les vraiment alarmants indicateurs de pauvreté et exclusion sociale. Dans la région, on sait que plus de 30% des personnes qui sont pauvres et habitent dans la ville, ils habitent dans des logements informels et dans des conditions d'informalité. Et aussi, on sait que dans la région, presque 3/4 de la population habite dans la ville. Donc, en fait, le problème de la pauvreté est aussi un problème de pauvreté urbaine. Suivant. Du côté des infrastructures de base et des services urbains, on a des indicateurs aussi négatifs. Par exemple, 50% de déchets solides dans la région, même si on a des circuits et des services qui peuvent les ramener, ils sont presque jamais déposés d'une façon propre. Et c'est le même problème avec les réseaux d'eau et assainissement, par exemple. Suivant. Même si nous sommes les champions du côté de l'urbanisation, comme j'avais dit, nous sommes la région en vie de développement la plus urbanisée du monde, nous sommes aussi les champions du côté insécurité. On a que la taux moyen de, comment on dit ça en français, d'assassinat, c'est comme ça? Assassinat. L'indicateur, c'est le nombre d'assassinats par chaque 100 000 habitants. Les moyennes mondiales, c'est 7. Les moyennes dans l'Amérique latine, c'est 25. Et on a des pays, par exemple, comme l'Honduras, dans lesquels on trouve une moyenne de 80 ou 90. C'est énorme, en fait. Suivant. Finalement, on a de très graves problèmes sur la mobilité et les transports urbains. On a des problèmes qui affectent vraiment la productivité de chacun d'entre nous. J'imagine que, par exemple, quand vous avez une réunion, après cette réunion, pour aller à Pétionville, à Turgeot, à Downtown Pétionville, Port-au-Prince, ça va vous prendre 2 heures peut-être. Ça représente un coût économique très grave pour les villes et pour les performances du pays. Suivant. Finalement, le changement climatique, c'est vraiment le défi de notre époque. Et il y a une condition très intéressante dans notre région, que c'est la grande majorité de notre villes sont des villes qui s'ubiquent dans la côte. C'est-à-dire qu'on est très vulnérable, par exemple, dans des risques d'inondation de la côte et des pluviales. Et par exemple, on vient de voir aussi, comme les effets et les désastres naturels augmentent dans l'intensité et fréquence, on a des problèmes comme ce qu'on vient de voir à Pérou et à Colombie. Le phénomène del Niño vient de causer très graves désastres et très graves des impacts dans des villes comme Piura, Trujillo, Chiclayo, des villes qui sont en train de grandir très vite dans la côte du Pérou. Suivant. Donc, quelle est la réponse de la ville? Comment est-ce qu'on essaie de travailler spécifiquement du côté ville et du côté urbain? Suivant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, nous travaillons dans 2 côtés. Nous avons des grandes opérations avec des prêts à niveau national, surtout dans le côté logement, des infrastructures de base et revitalisation des espaces urbains. Mais aussi, on a des coopérations techniques, des grandes dans lesquelles on travaille directement, ou à travers lesquelles on travaille directement avec des villes. Suivant. On a développé... Suivant. Je vais aller un petit peu plus vite. On a développé un programme qui s'appelle l'Initiative des villes durables et émergentes, avec lesquelles on travaille surtout dans des villes secondaires. Et c'est ce qu'on fait, en fait, c'est un procès d'1 an et demi, dans lequel on travaille directement avec les municipalités, et surtout avec les équipes techniques de la municipalité, transport, assainissement, et gestion des désastres, environnement, pour faire un diagnostic quantitatif de ce qui s'arrive dans la ville. En fait, les choses la plus riches de ce processus, c'est vraiment de s'asseoir sur une table pour un processus extendu avec les différents secteurs et d'avoir un dialogue pour identifier, en utilisant des données quantitatives, quelles sont les priorités
dans les secteurs urbains dans lesquels on peut trouver des projets. Et donc, après 7 ans, 1 an et demi de processus de planification, on fait l'identification de ces projets, on publie un plan d'action, et après ça, on investit pour faire l'avant-projet sur ces projets priorisés. Suivant. On a commencé l'année 2011 avec 5 villes dans 5 pays, et maintenant, aujourd'hui, nous avons un network de 97 villes dans toute la région. Ici en Haïti, on est en train de travailler avec les corridors nord, qui sont toutes les petites communes tout autour du parc industriel de Caracol, y compris Cap-Haïtien. Suivant. Suivant. Mais quel est vraiment les valeurs agrégées de ces projets? Suivant. Comme j'avais dit, on essaye de trouver des projets priorisés par les municipalités, mais qui peuvent travailler sur ce qu'on appelle les co-bénéfices. C'est-à-dire, si on trouve un territoire dans la ville qui concentre vraiment des problèmes de mobilité, des problèmes environnementaux, des problèmes de sécurité citoyenne, on essaye de voir une solution intégrale dans laquelle on puisse, avec un seul projet, on peut attaquer de plusieurs fronts en même temps. Suivant. Donc c'est comme ça que j'arrive dans les cas concrets de Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros, suivant, c'est la deuxième ville plus grande de République dominicaine. C'est la ville telle qu'elle est responsable de presque un quart du PIB de tous les pays. C'est vraiment une puissance industrielle et qui peut se placer vraiment comme un des leaders de la région du côté développement industriel et commercial, et pas seulement pour les Caraïbes, mais même pour toutes les régions centro-américaines. Suivant. Donc, j'avais décrit le processus d'1 an et demi, 2 ans dans lesquels on avait identifié les projets prioritaires pour la ville. Et on a publié ça l'année passée dans les plans d'action. On a identifié 6 lignes qui sont décrites ici. Ce sont des lignes institutionnelles, ce sont des lignes sectorielles, par exemple, déchets solides, transport. Mais on a identifié ces projets intégrateurs, ces projets que j'avais décrits qui peuvent attaquer beaucoup ou plusieurs défis en même temps. Suivant. Que je vais vous parler d'un de ces projets, qui c'est un projet d'une rivière urbaine qui s'appelle le Rio Yaque. Suivant. Quelles sont les conditions ou les principes pour un bon projet intégrateur et transformateur qu'on appelle? On doit trouver des secteurs d'opportunité qui dans les courts plats, c'est comme ça qu'on dit dans les short term, courts plats, et après, envers, on a l'effet multiplicateur du secteur privé quand ils commencent à investir sur l'immobilier tout à côté. Suivant. Je vais laisser la présentation ici. J'avais parlé avec Esner de parler aussi sur les collaborations qu'on a avec les universités, mais on peut discuter ça après. Et je vais laisser du temps pour des questions. Et merci pour l'opportunité. Un grand merci à M. Zambrano. Donc, on va laisser les questions pour après. Là, maintenant, je demande à Marquedi Alexandre du ministère de l'Intérieur de s'approcher du micro, s'il vous plaît, pour sa présentation. Je suis chargé de vous parler aujourd'hui, de faire un état des lieux des finances locales. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cet événement, et qui a pour thème « Investir dans l'immobilier », je trouve que le thème de cette année répond particulièrement bien aux aspirations des finances locales, particulièrement des finances municipales, qui a pour aspiration de mobiliser des ressources. Investir dans l'immobilier, il n'y a pas un terme qui pourrait mieux servir les finances locales aujourd'hui, parce que la plupart des ressources qui sont collectées au niveau des finances locales, surtout des ressources propres, proviennent de l'immobilier. Parce que les 2 champs d'impôts les plus lucratifs de la fiscalité locale sont basés sur l'immobilier, c'est-à-dire la CFPB et la patente. Donc, c'est pour cette raison que je félicite
les organisateurs de cette année qui ont choisi un thème comme ça. C'est une grande promotion pour les finances locales, c'est une façon d'aider les collectivités territoriales. Lorsque nous parlons des finances locales, de quoi voulons-nous parler? À quoi faisons-nous référence? Les finances locales, c'est une branche des finances publiques. C'est une des branches des finances publiques. Les finances publiques, vous savez, il y a plusieurs branches là-dedans. Il y a les finances publiques d'État, il y a les finances locales. Donc, à côté des finances qui servent l'État en tant que corps, il y a aussi une partie qui sont là pour aider les collectivités territoriales. C'est quoi l'objet des finances publiques locales? Eh bien, les finances publiques locales ont pour objet l'étude des règles, procédures et outils qui encadrent la prise des décisions budgétaires au niveau local. Lorsque nous parlons de prise de décision budgétaire, nous faisons référence au budget des municipalités. Qui dit budget dit recette, dit dépenses. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons voir tous les outils qui ont rapport soit à la collecte des recettes au niveau local, comme c'est affiché ici, recettes, et aussi les dépenses. Lorsque nous parlons des recettes au niveau local, il y a un outil qui apparaît automatiquement et qui est assez familier aux maires et à tous ceux qui fonctionnent dans ce secteur. C'est le FGDCT qui est dans la première partie. Le FGDCT, c'est un sigle ici qui signifie Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Donc nous allons voir dans cette présentation comment le FGDCT aide les différents niveaux de collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les CASEC, les ASEC, les DV, etc. Une fois que nous aurons fini de parler du FGDCT, nous allons voir les ressources propres des collectivités territoriales. Qu'est-ce que nous entendons par ressources propres? Eh bien, ce sont les ressources que les collectivités peuvent bénéficier de par la loi. Par exemple, il y a une série de lois fiscales qui donnent des ressources, qui accordent des ressources même à certains niveaux de collectivités territoriales, comme c'est le cas des mairies. Donc, nous allons voir quel est le potentiel, lorsque nous analysons l'ensemble des champs d'impôts qui composent ces ressources propres, nous allons analyser quel est le potentiel de ces champs d'impôts-là. Nous allons voir aussi quelles sont les réalisations. Parmi ce potentiel, quelle est la part qui a été déjà mobilisée par ces collectivités territoriales et quel est le niveau de déperdition aussi. Parce que si vous avez un potentiel et qu'on n'arrivez pas à mobiliser tout ce potentiel, c'est qu'il y a des déperditions fiscales. Nous allons voir à quel niveau se trouvent ces déperditions. Et à la fin, nous allons vous parler d'un projet du ministère qui s'appelle le PRAFIPUM, qui c'est le programme d'amélioration des finances publiques municipales. En troisième lieu, nous allons vous parler des fonds publics, parce que au niveau des finances locales aussi, il y a des apports que l'État aussi peut apporter aux collectivités territoriales, des apports en termes de dotation. Ça se fait dans tous les pays du monde. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici aussi? Quel est le niveau de dotation? Quels sont le niveau de fonds publics que l'État apporte dans l'assiette des collectivités? Nous allons vous parler aussi de la coopération décentralisée. Comment s'organise cette coopération décentralisée à différents niveaux des collectivités, au niveau des mairies, des CASEC, des ASEC, etc. Donc, comme nous l'avons défini, les finances publiques locales, c'est tout ce qui a rapport aux recettes, que nous venons de voir là, mais ça regarde aussi les dépenses. Comment s'effectuent les dépenses au niveau des collectivités territoriales? On vous parler d'un projet actuel du MEF et du ministère de l'Intérieur concernant la sortie de fonds au niveau des collectivités territoriales. Nous avons parlé de la normalisation comptable
et quelque chose qui est en train de se faire là actuellement, qui est le déploiement des postes comptables au niveau des collectivités territoriales. Parce que c'est autrefois, les comptables publics travaillaient auprès des organes de l'État au niveau de l'administration centrale. Maintenant, il va y avoir un certain déploiement de postes comptables, même de façon pilote, au niveau des collectivités territoriales. Donc, en gros, ce sont les points que nous allons aborder là. Suivant. Donc, le FGDCT, comme nous l'avons dit, le FGDCT, c'est le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. C'est l'outil le plus puissant dont disposent les collectivités territoriales pour fonctionner. Parce que sans le FGDCT, les mairies ne pourraient pas fonctionner. Il y a des mairies qui ont comme recette 30 000 gouttes par année. Ce n'est même pas suffisant pour payer un maire. Dans ce cas, comment ces mairies pourraient fonctionner sans l'apport d'un fonds comme ça, qui est le FGDCT? Suivant. Donc là, nous avons le budget du FGDCT pour l'exercice 2016-2017. Et l'ensemble des crédits qui alimentent ce fonds-là. Je ne vois pas très bien là. OK. Nous avons des prévisions de recettes pour l'exercice. Prévisions de recettes ordinaires. Lorsque nous parlons des recettes ordinaires, ce sont les recettes, des recettes fiscales qui sont évaluées à 1,864 milliard de gouttes. À côté des recettes ordinaires qui sont constituées par les recettes du fisc, ceux qui proviennent des recettes des centimes additionnels que l'État accorde aux collectivités territoriales, il y a aussi les recettes extraordinaires. Les recettes extraordinaires qui sont évaluées pour cette année à 394 819 000 gouttes. Aussi, il y a aussi la dotation d'administration centrale. Ce sont des promesses, ce n'est pas encore effectif. Des promesses de 370 millions de gouttes. Donc ça donne à peu près 2 milliards et quelques millions de gouttes pour les recettes du FGDCT pour l'année 2016-2017. Ce sont les ressources sur lesquelles peuvent compter les mairies, les CASEC, les ASEC, les différents niveaux de collectivités territoriales pour avoir un minimum de fonctionnement. Suivant. Donc nous allons analyser ce budget et la répartition du FGDCT. Et le FGDCT est distribué aux communes en fonction d'un budget. Il y a un budget annuel qui est publié dans l'annexe du budget de l'État, qui est le budget selon lequel on accorde de l'argent aux collectivités territoriales. L'un des grandes masses de ce budget, c'est l'allocation dotation organe CT. Ça représente à peu près, en termes global, l'argent qu'on donne aux mairies pour pouvoir fonctionner, ça représente à peu près 68% du FGDCT. Allocation de fonctionnement, mairie 41%, et allocation de fonctionnement des CASEC 19% du fonds. Donc, allocation de façon globale, de manière globale, ça représente 68%, mais par rapport aux recettes propres, il y a un pourcentage par rapport aux recettes propres qui est de 89%. Ça veut dire le fonctionnement, le coût de fonctionnement des collectivités territoriales représente 89% du fonds. Mais si on prend en termes global, ça veut dire on met aussi les autres champs de recettes comme les recettes extraordinaires, ça représente 68% du fonds. Donc on peut voir l'ensemble des pourcentages, on n'est pas obligé de les présenter tous. Ensuite, il y a les projets. Parce qu'à côté du fonctionnement des mairies, le ministère accorde aussi une subvention pour les projets des mairies et des CASEC. Les projets représentent à peu près 17% du fonds. Et le financement des projets des CASEC représente 7%,
et les mairies 6%. Il y a aussi des projets structurants qui ne sont pas obligés de passer par les CASEC ou les mairies, qui représentent 2%. Donc ici, nous avons un résumé de la répartition du FGDCT par organe. Suivant. Suivant. Ça, c'est un résumé de la répartition du FGDCT par organe. Par exemple, on voit que les mairies ont 1 222 152 000 gouttes, 840 gouttes pour fonctionner. Et les CASEC 602 687 et les autres 170 150 gouttes. On a les pourcentages aussi, ce sont les mêmes pourcentages qui sont dans les slides précédents. Donc là, ce qu'on a vu là jusqu'à présent, c'est une répartition des grandes masses. Maintenant, on va descendre à un niveau beaucoup plus bas pour pouvoir, par exemple, mieux comprendre les chiffres. Par exemple, en termes d'organes, les mairies qui ont une allocation mensuelle de 48 millions de gouttes à peu près pour les collectivités, pour allocation mensuelle de fonctionnement. Ça représente en moyenne 340 000 gouttes par mois pour une mairie pour fonctionner. Donc les CASEC, eux, ils ont 27 millions, les ASEC, 89 640 000 gouttes. Donc en gros, c'est un résumé de la répartition du fonds. On n'a pas beaucoup de temps, on va obligé d'aller beaucoup plus vite. Donc maintenant, on a vu le FGDCT. Maintenant, on peut voir les ressources propres. Qu'est-ce que ça représente, les ressources propres? Les ressources propres, ce sont les produits fiscaux théoriques des collectivités territoriales. Ce sont des produits fiscaux, des produits qu'on peut tirer des ressources fiscales des mairies. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a deux grands champs d'impôts. Les deux champs d'impôts les plus lucratifs de la fiscalité locale, c'est la contribution au fonds, c'est le CFPB et la patente. Donc, qu'est-ce que représente en termes de potentiel le CFPB et le niveau du CFPB en Haïti? Le CFPB, comment évalue-t-on ce champ d'impôt? D'après un rapport de l'IHSI, il y a à peu près 2 127 000 immeubles dans le pays. Si on prend comme chiffre moyen un impôt locatif moyen de 2 000 gouttes par immeuble, grosso modo, si on multiplie 2 000 gouttes par 2 127 000 immeubles, ça donne à peu près 5 milliards de gouttes, 5,4 milliards de gouttes de potentiel au niveau de ce seul champ d'impôt-là qui est le CFPB. Maintenant, combien d'argent les mairies arrivent à mobiliser de ce potentiel-là? Selon les réalisations de l'année 2014-2015, on a vu que l'ensemble des recettes collectées au niveau des mairies ne dépasse pas 1 250 000 gouttes. Donc, si on fait la différence entre 5 400 millions qui représentent le potentiel et 1,2 milliard qui représente les réalisations, c'est-à-dire ce qu'on arrive vraiment à mobiliser, ça donne une déperdition de 3,5 millions de gouttes, 3,5 millions de gouttes à peu près non mobilisées. Ça représente la déperdition fiscale au niveau de ce seul champ d'impôt qui est la contribution foncière des propriétés bâties. Donc, le ministère qui appuie les collectivités territoriales, ayant constaté ça, donc on a décidé de mettre au point un programme qui s'intitule le PRAFIPUM, le programme d'amélioration des finances publiques municipales, qui a pour objectif d'aider à mobiliser ces ressources qui sont en train de dormir au niveau des mairies. Donc c'est de cette façon, on a sélectionné 21 mairies dans le cadre de ce programme, qui bénéficient d'un certain appui budgétaire pour pouvoir mobiliser ces ressources-là. Parmi ces mairies, nous avons Gonaïves, Croix-des-Bouquets, Hinche, Jacmel, Port-de-Paix, Gaumont, Jean-Rabel, Plaisance, Cité-Soleil, Aquin, Mirbalet, Saint-Louis-du-Nord, qui vont bénéficier d'un appui du ministère pour mieux mobiliser leurs ressources
propres. Les ressources propres, c'est-à-dire les ressources fiscales. Et vous pouvez faire passer pour moi, vous arrivez jusqu'au 4. Passez rapidement, on arrive jusqu'au 4. Vous pouvez retourner un peu avant. Donc ça, c'est l'ensemble des communes dans le programme. Ils sont près d'une vingtaine, vous pouvez monter. Donc là, c'est l'ensemble des communes qui ont déjà expérimenté cette ingénierie de mobilisation fiscale qui va nous permettre de mobiliser, d'être beaucoup plus efficace dans la mobilisation des ressources. Donc il y a un ensemble de partenaires techniques du ministère qui ont déjà implémenté cette ingénierie-là. Les communes en marron, c'est la zone d'intervention de la USAID Haïti locale qui a déjà fait l'expérience de cette ingénierie dans près d'une dizaine de communes. Les communes en vert, c'est des communes, c'est des expériences qui ont été faites avec la MINUSTA et le ministère de l'Intérieur à Jérémy, au CAI et à Hinche. Les communes en mauve, ce sont des communes du PCM, du Programme canadien de municipalité. Vous pouvez faire passer. Donc ça, là c'est une carte qui nous donne l'ensemble des points d'intervention du PRAFIPUM, c'est-à-dire du nouveau programme du ministère. Toutes ces communes-là seront touchées dans le cadre du programme d'amélioration des finances publiques municipales. Donc ils vont bénéficier d'un apport du ministère en matériel informatique et ils vont bénéficier du déploiement de Civitax aussi. Et ils vont bénéficier des fonds pour assurer la sensibilisation et informer les gens de la nécessité de payer leurs impôts, etc. Ils vont bénéficier aussi d'un apport en renforcement institutionnel. Ils vont bénéficier on va réaménager l'ensemble des directions des opérations fiscales de ces mairies-là. On va leur donner un système d'archivage, on va leur donner de nouveaux bureaux et aussi des matériels pour équiper le service d'accueil de ces mairies-là. Je vais vous faire passer. Cette dernière carte, ça nous donne, c'est une nouvelle carte qui nous dit combien de mairies vont expérimenter cette nouvelle ingénierie de mobilisation fiscale dans ce pays. On avait à peu près 20 mairies déjà, une vingtaine de mairies qui ont déjà expérimenté cette ingénierie de mobilisation fiscale. Il va y avoir une vingtaine d'autres, pour être plus précis 21. Ça va faire 41 mairies qui vont avoir cette ingénierie-là. Donc ça va faire à peu près 46 mairies sur 146 qui vont avoir cette ingénierie-là. Donc en gros, on me dit que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais que 10 minutes. On me dit que mon temps est fini. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Marc-Eddy Alexandre. On va passer aux questions concernant la résilience urbaine et relative à la ville de Santiago de los Caballeros. Et puis ensuite, on va revenir aux questions concernant l'exposé de M. Marc-Eddy Alexandre. Donc, des questions pour M. Zambrano concernant la résilience urbaine. Donc, on a vu qu'il s'agit en fait d'une zone de récupération au niveau de Santiago et qui a pour effet en fait récupération de l'espace d'une part et le lien entre les pauvres et les personnes aisées, des projets porteurs avec beaucoup d'effets multiplicateurs, bien qu'il s'agisse dans un premier temps d'un investissement constant. Et puis, ça a conduit vraiment à une meilleure gestion du bassin versant et au niveau de la rivière Yaké. Donc, des questions pour M. Zambrano avant son départ. Donc, il est encore avec nous pour 10 minutes, pas plus. On doit le libérer. Mon nom, c'est Ernst Wilson. Je crois que tu as fait une présentation intéressante. Mais la faiblesse, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'adaptation à la narration
de l'urbanisation au contexte haïtien. Mais je vais t'aider à le faire. Ma question, elle est très rapide. Pourquoi l'urbanisation d'Haïti? Parce que parallèlement à des projets d'urbanisation, on assiste à des phénomènes très malheureux de bidonvillisation. Et la bidonvillisation qui amène toutes sortes de mauvaises choses comme des pathologies infectieuses, à titre d'exemple. Maintenant, j'ai eu le privilège d'accéder à Canaan, à Jalousie, à tout ça. On veut même, dans le souci d'urbaniser, embellir les bidonvilles. Regardez un petit peu et Jalousie. Maintenant, est-ce que l'urbanisation veut dire l'installation de lampadaires solaires, entre autres choses? Je ne suis pas sûr parce que dans quelques semaines, si on a de la chance dans quelques mois, on va avoir toutes les villes toutes noires. Tous les lampadaires solaires vont s'éteindre. Ce n'est pas une prophétie, c'est la science. Maintenant, pour reprendre ma question, elle est très simple. Pourquoi l'urbanisation? Alors qu'on assiste à la ruralisation des villes. C'est une très bonne question. Je vais répondre d'abord d'une façon globale et puis peut-être, je ne suis pas un expert 100% dans le contexte haïtien, je travaille que dans le nord-est, mais mes impressions sur la condition qui arrive ici. Pourquoi les villes? Pourquoi l'urbanisation? C'est inévitable. J'avais commencé la présentation en disant que c'est une tendance dans laquelle on se trouvera d'ici à 2050 dans l'Amérique latine et surtout en Haïti avec une majorité de population dans les villes. C'est un processus presque irréversible. La question est vraiment comment, n'est-ce pas? Comment, c'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser un processus d'expansion urbaine sans contrôle? Est-ce qu'on va vraiment faire des processus inclusifs, c'est-à-dire du côté de bidonvillisation par exemple? Est-ce qu'on va résoudre peut-être ce que je trouve que c'est la question la plus importante dans l'urbanisation, c'est la question d'emploi. Les gens quand même arrivent dans la ville en cherchant l'amélioration de la qualité de vie et aussi des opportunités d'emploi, surtout dans un contexte comme l'Haïti. Donc la question c'est comment. Donc quand je vais présenter cet exemple de Santiago, c'était juste pour dire, ok, on sait qu'on doit travailler sur, par exemple, il y a un petit détail que je n'avais pas raconté là, mais quand j'avais dit que dans la rivière, il y avait des espaces pauvres, ce sont des bidonvilles. Donc la question c'est comment gérer, quand on parle de nettoyage du côté d'infrastructures urbaines dans la rivière, ce n'est pas seulement une question d'infrastructure dure, c'est une question des institutions locales, une question des institutions de population locale. Donc, quand je dis comment on va gérer, c'est-à-dire, si on propose des solutions d'infrastructure, on doit intégrer la dimension sociale de cette communauté-là. Je vais donner un exemple concret de ce qui se passe là. Normalement, la mairie de Santiago pensait relocaliser cette personne et les mettre dans des espaces libres, tout loin du centre-ville. Donc, on a peut-être une balance dans laquelle on dit on peut nettoyer la situation de la rivière, mais on cause des problèmes du côté d'accessibilité pour ces populations. Ils habitent là précisément parce qu'ils sont tout près des opportunités d'emploi et parce qu'ils ont une histoire personnelle avec cet espace. Donc la question des espaces publics dans ces coins-là, ça s'agit vraiment de trouver des solutions de dessin urbain dans lesquelles on laisse les personnes rester là et on formalise des espaces qui sont déjà là. Donc ça c'est un petit exemple. Du côté haïtien, à mon avis, il y avait, je crois que c'est peut-être pas controversial, mais il y a un succès du côté de politique du logement dans l'Haïti, dans laquelle on fait une reconnaissance depuis l'année 2014, dans laquelle on dit on doit reconnaître que la production du logement du pays, ça se fasse de façon informelle. C'est-à-dire, la demande pour logement propre, il n'y aura aucun moyen que l'État, le secteur public et même le secteur privé, dans les conditions actuelles, puisse donner aux maîtres
l'offre permet la demande. Les gens trouvent ses propres formes de construire quand ils ont besoin d'un logement digne, n'est-ce pas? Okay. Le processus de bidonvillisation, on doit se demander pourquoi est-ce que ce processus marche. Il y a un problème d'offre, c'est-à-dire que l'État n'est pas suffisamment potent pour y arriver, le secteur privé ne trouve pas de profit pour y arriver. Donc la question est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le processus d'autoconstruction. La politique urbaine de logement en Haïti dit qu'il faut surtout travailler par exemple avec les municipalités pour voir dans quels endroits est-ce qu'on peut appuyer des processus de construction locaux et autoconstruction, comme j'avais dit. On revient donc dans des problèmes locaux, à mon avis. Et vous avez donné des exemples concrets, par exemple, comme des canaux. Non? Même si on ne peut pas discuter tous les processus dans lesquels on arrive dans une situation comme Cana, qui sont toujours attachés au problème des tremblements de terre, je crois que c'est une expérience intéressante pour les leçons qui ça puisse nous donner du côté de formalisation post-bidonville, dans lesquelles on reconnaît que les personnes veulent vivre d'une façon digne, mais que la question c'est que comment donner d'une façon un petit peu délai et des infrastructures de base. À mon avis, donc, c'est pas un problème avec une solution évidente, mais à mon avis, la question c'est pas nullifier les processus d'autoconstruction qui arrivent dans notre pays. Ce n'est pas seulement le cas dans l'Haïti, ça arrive dans mon pays de l'Équateur, par exemple. C'est vraiment de comprendre ces processus et d'accompagner la communauté dans ce processus. Maintenant, du côté, l'endroit dans lequel cette bidonville arrive, à mon avis, ça devient un problème d'emploi, comme j'avais dit, d'accessibilité. Et s'il y a un rôle important à l'État pour améliorer ce processus d'autoconstruction, c'est vraiment de laisser les territoires formaliser, par exemple, et le système de cadastre, formaliser le système de titres, que c'est une tâche énorme, mais vraiment habiliter l'espace urbain au centre des villes, surtout celles qui ne sont pas très bien utilisées, pour qu'on puisse accompagner ce processus d'urbanisation dans ces espaces-là. Parce que sinon, on arrive à une bidonvillisation qui aussi fait pire les questions d'accessibilité au emploi et qualité de vie. Ce n'est pas une question facile, mais moi, je crois dans les villes et je crois dans les processus avec les communautés locales en sommaire. Des autres questions? Bon. Merci à tous. Merci pour votre attention. Je serai là. Bon. Là maintenant, j'invite M. Rosario Dominique à présenter et à faire son intervention sur le cadre légal concernant la décentralisation. Aujourd'hui, je vais intervenir sur le cadre juridique de la décentralisation et des finances locales en Haïti. Je dois situer cette intervention dans son contexte. Il faut dire qu'il n'y a pas de développement des collectivités territoriales sans un cadre juridique adapté. En ce sens, nous devons considérer la loi, les référents juridiques. C'est en ce sens que la réflexion sur le cadre juridique de la décentralisation s'avère nécessaire. Il nous faut un cadre juridique adapté en fonction des défis, en fonction du projet constitutionnel de décentralisation. Pour cette intervention, nous avons plusieurs objectifs. C'est d'abord de vous aider à reconnaître les limites du cadre légal de la décentralisation. Quelles sont les faiblesses, les déficiences qui entravent le processus de décentralisation en Haïti? Nous allons essayer de déterminer certains éléments de blocage, certains éléments d'obstacle pour la réalisation de la décentralisation en Haïti. Ensuite, nous allons explorer des pistes de réforme en matière de décentralisation et en matière de finances locales. Pour les objectifs de cette intervention, donc nous avons dit que c'est de vous aider à reconnaître les limites du cadre légal de la décentralisation en Haïti, de vous aider à identifier les pistes de réforme du cadre légal de la décentralisation et des finances locales.
Donc nous allons aborder 3 points dans le cadre de cette intervention. C'est un état des lieux de la législation sur la décentralisation en Haïti. Ensuite, nous allons relever les déficiences du cadre légal de la décentralisation. Et au final, nous allons voir les problèmes de réglementation des finances locales en Haïti. Pour l'état des lieux de la décentralisation, nous devons dire que le cadre légal de la décentralisation est constitué par environ une centaine de textes normatifs. Il y a des lois, des décrets, des arrêtés qui, de façon directe ou indirecte, se rapportent à la décentralisation. Et parmi ces textes, nous avons, dans un premier temps, on avance avec la présentation. Oui, nous avons dans un premier temps la Constitution de la République. Au niveau de notre Constitution, il y a plusieurs dispositions qui traitent de la décentralisation. Nous avons d'abord les articles 61 et suivants qui reconnaissent l'existence des collectivités territoriales. Les articles 217, 218 et 219 de la Constitution parlent des finances des collectivités territoriales et l'article 234.1 de la Constitution traite de la fonction publique territoriale. Ensuite, nous avons les 5 décrets formant la charte des collectivités territoriales. Nous avons également les lois organiques des ministères et autres entités de l'État. Nous avons les 2 lois sur le fonds de gestion des collectivités territoriales et l'arrêté adopté récemment. Théoriquement, en droit, on peut dire que le décret du 1er février 2006 a abrogé le décret du 22 octobre 1982. Mais en droit, on connaît la distinction entre l'abrogation totale et l'abrogation partielle. Aujourd'hui, en Haïti, on ne sait pas si le décret de 1982 est totalement abrogé ou si ce décret est partiellement en vigueur. Il y a un travail de consolidation des textes qui n'est pas réalisé. Et c'est pourquoi, dans certains cas, les communes utilisent le décret de 1982 pour exercer des actions en matière de décentralisation. Et dans d'autres cas, ces communes-là utilisent le décret du 1er février 2006. Donc, il faut consolider la législation en matière de décentralisation en déterminant les dispositions qui sont abrogées et les dispositions qui sont toujours en vigueur. La législation est pour l'essentiel dépassée. Nous avons réalisé un travail d'inventaire des textes de loi traitant de la décentralisation en Haïti. C'est à partir de ce travail que nous avons pu relever une centaine de textes qui s'appliquent en matière de décentralisation. Plus de 60% de ces textes datent d'avant la Constitution de 1987. Donc ces textes ont été adoptés dans un contexte de centralisation de l'État et ces textes continuent de régir jusqu'à aujourd'hui la décentralisation en Haïti. Notre législation présente également des lacunes. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de la sécurité municipale. Une commune décide de monter une police municipale. Quel lien existe-t-il entre la police municipale et la police nationale d'Haïti? Ce n'est pas précisé dans aucun texte de loi. Les agents de la police municipale interviennent sur un champ d'action. Les agents de la police nationale interviennent également. Quel type de collaboration doit exister entre ces 2 corps? Il n'est nullement précisé. Quelles sont les responsabilités des agents de la police municipale? Il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte pour traiter de la sécurité municipale. Donc, il y a des lacunes à combler au niveau de notre législation. Et ensuite, et c'est un problème extrêmement grave, la législation haïtienne n'est pas suffisamment connue par les autorités qui sont appelées à appliquer ces textes. C'est bien de faire des lois, mais ces lois doivent être appliquées par les autorités. Si les autorités ne savent pas l'existence de ces textes, comment elles vont pouvoir les appliquer? Et ça, c'est un problème assez sérieux. Par exemple, en Haïti, nous avons une loi sur la distinction entre le domaine de la commune et le domaine de l'État. Si je demande à un maire, est-ce que vous avez, pour une fois,
consulter ce texte, je suis sûr que pour une majorité d'élus, la réponse sera négative. On ne connaît pas l'existence même des lois réglementant le domaine de la décentralisation. On peut poser la question pour les circulaires. Au niveau du ministère de l'Intérieur, on prend régulièrement des circulaires. Mais est-ce que les communes sont au courant de l'existence de ces circulaires? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour communiquer les textes normatifs, les textes en vigueur sur la décentralisation aux autorités? Là, nous parlons des autorités locales, mais également des autorités au niveau national. Il y a un partage de compétences entre les communes et l'administration centrale de l'État. Est-ce que les autorités au niveau de l'administration centrale de l'État savent que des compétences ont été transférées aux collectivités territoriales? Vous pouvez vous retrouver en situation où des autorités de l'administration centrale interviennent dans des domaines réservés aux communes, dans des domaines réservés aux collectivités territoriales. Donc il y a un ensemble de déficiences au niveau du cadre légal de la décentralisation, mais j'ai mentionné tout à l'heure que le cadre légal doit être abordé en tant que texte de portée générale et en tant que texte de portée spécifique. Et un domaine spécifique qui est réglementé en matière de décentralisation, ce sont les finances locales. Il y a un champ de compétences pour les collectivités territoriales. Ce champ de compétences se rapporte aux finances locales. Nous allons rapidement voir les problèmes de réglementation en matière de finances locales. Un premier constat à réaliser, c'est que seule la commune dispose d'impôts propres. Il n'y a pas d'impôt pour la section communale. Il y a une tentative dans le décret du 1er février 2006 sur la décentralisation. Oui. Il y a une tentative dans le décret du 1er février 2006 sur la décentralisation, mais il faut une loi pour concrétiser les dispositions de ce décret qui est un texte de portée générale. Donc le département ne dispose pas d'impôt, la section communale ne dispose pas d'impôt, alors que, en principe, nous savons que les collectivités territoriales sont autonomes administrativement et financièrement. Elles doivent disposer de ressources pour exercer leurs compétences. Un deuxième constat, c'est que malgré l'adoption de la Constitution de 1987, il n'y a pas de réforme en profondeur au niveau des finances locales. Sur le budget des communes, le budget des collectivités territoriales, nous savons que dans le domaine des finances publiques, le budget est un instrument normatif. Il faut un texte légal, soit une loi, un arrêté, dépendamment de la nature de l'institution, pour adopter le budget. Ce n'est que récemment qu'un arrêté a été adopté sur le budget de la commune. Ensuite, si vous consultez les lois traitant des finances locales, vous allez constater que la majorité de ces lois a été adoptée avant la Constitution de 1987. Nous sommes dans un contexte de décentralisation. Nous agissons sur la base de référents juridiques adoptés avant 1987. Et à cela, il faut considérer le désintéressement de l'État pour les finances locales. De 1987 à 2017, la majorité des textes traitant des finances d'État, les principaux textes traitant des finances d'État ont été modifiés. On prend un exemple, le décret de 2005 relatif à l'impôt sur le revenu. Ce décret a abrogé le décret de 1986 sur l'impôt sur le revenu. On prend également un exemple, la loi sur la TCA. Ces textes ont été modifiés sur la période allant de 1987 à 2017. On a même créé de nouveaux champs d'impôts pour les collectivités, en fait pour l'État, la taxe sur la masse salariale. Alors que pour les collectivités territoriales, si on met de côté le fonds de gestion, on a adopté on a modifié un seul texte. C'est la loi sur la patente. Et on comprend bien que cette loi est modifiée parce que l'État a une partie des impôts collectés dans le cadre de la patente.
mis à part ce texte, ce sont seulement les textes normatifs traitant des impôts d'État qui ont été modifiés. Nous avons des pistes de recommandations que nous allons passer en revue au moment des échanges. Je m'arrête ici pour d'autres interventions sur la décentralisation et les finances locales.